Et, alors, merci déjà à toutes et à tous d'être présents. Donc, aujourd'hui, une présentation faite par Amaury de S2P. Donc, on viendra après un peu pourquoi CPLEC et S2P. Donc, l'idée, c'est de faire premièrement une rapide présentation de CPLEC, puis une rapide présentation de S2P. Ensuite, Amaury interviendra sur son sujet et on va garder pour la fin des questions, un temps d'échange qui nous paraît important. Donc nous, on va rester sur les lives qu'on avait lancés pendant le confinement. On en avait fait une vingtaine, pratiquement, 3 par semaine, qu'on continue maintenant après ce confinement et qu'on poursuivra dans le temps parce qu'en faisant quelques enquêtes, on avait à chaque fois pas mal de monde, des retours positifs et en fonction des pôles d'intérêt, on s'aperçoit que les gens, sur 3/4 d'heure, arrivent à se rendre disponibles et ça crée vraiment de l'échange. Allez, on va faire une rapide présentation de CPLEC pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, CPLEC, historiquement, intervient sur la fiabilisation des process d'assemblage de cartes électroniques, donc auprès des donneurs d'ordre ou sous-traitants, laboratoires, toutes les personnes en fait touchant à l'électronique sur la France, Suisse, Belgique. On intervient aussi sur la partie liée à la protection sécurité des personnes, donc toute l'identification des zones à risque. Et puis tout ce qui peut être aussi le traitement, l'analyse des particules liées aux fumées de brasage, ainsi que tout ce qui est lié au marquage, gravage, soudage, laser. Notre objectif, c'est vraiment d'accompagner dans le temps les industriels avec une première étape qui est diagnostic sur site. Le gros avantage, c'est qu'on peut permettre d'apporter vraiment un œil extérieur à nos clients, puisque nous, ça fait quand même pas mal d'années qu'on est et on travaille dans beaucoup de domaines d'activité. Derrière, on va proposer des solutions qui sont soit aller plus loin avec des expertises, soit des formations personnalisées, formations métiers ou aussi des formations transverses. Et puis aussi des solutions techniques, puisqu'on représente une dizaine de fabricants. Et le gros avantage, c'est qu'on va être sur une offre globale et surtout un accompagnement dans le temps. Alors, notre démarche, et vous l'avez vu dans le premier slide, s'oriente depuis très longtemps. Et ceux qui me connaissent savent qu'au sein de PC2A, on pousse vraiment cette activité qui est la prise en compte de l'homme dans son environnement, qualité de vie au travail, ergonomie, faire en sorte que la personne sur son poste de travail, sur son environnement, eh bien, soit capable de faire au mieux ce qu'on attend de lui dans les meilleures conditions de sécurité. Accompagnement dans le temps, offre globale, comme on l'a dit, expertise, solutions techniques, formation. Et le point important aussi pour nous, c'est une obligation de résultat. On va arriver chez nos clients, en général, on va dire, monsieur, vous pourriez travailler mieux. Donc là, ils nous écoutent, une oreille attentive. On va proposer des solutions et ils ont le droit de revenir quelques mois après en disant oui, mais ce que vous nous avez proposé, ça ne convient pas. Donc à ce moment-là, s'il y a une formation à refaire, on la refera. S'il y a un produit qui n'est pas adapté, on retravaillera dessus. Tout ça, bien sûr, en fonction du cahier des charges initial. Mais en gros, on n'est pas avec nos clients sur un one-shot. On est là dans le temps, apprendre à se connaître et faire progresser. Donc là, on a quelques exemples. Dans le domaine de l'électronique, c'est des audits de process, qualification d'alliage, formation qualifiante IPC. On travaille avec un partenaire qui rédige les normes au niveau de l'AFNOR. Donc, quand on fait des formations niveau 3 ESD, il sait un peu de quoi il parle. Je vous parlais tout à l'heure de formation transverse. Donc, on peut accompagner aussi les managers sur des conduites du changement,
sur du 5S de la réorganisation, sur aussi l'aide à la réaction du document unique, etc. Alors, vous nous retrouvez aussi dans d'autres domaines d'activité, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, identification des zones à risque chez nos électroniciens. Et on a eu des demandes d'autres secteurs, cosmétiques, agroalimentaires, tout ce qui était grosses entreprises pour les aider, les accompagner sur ce qui était par exemple mise en place de processus, procédures sur tout ce qui est la consignation des énergies dangereuses. On a aussi la même thématique sur l'analyse traitement de l'air. Donc aujourd'hui, on intervient chez des gens comme L'Oréal, Colgate, Rolex pour les aider à traiter leurs particules laser avec une analyse des risques en amont. On peut travailler aussi sur l'identification, qualification des particules, recyclage des filtres usagés. Donc, on traite la sécurité des personnes, l'environnement. Alors, pourquoi aujourd'hui S2P? Eh bien, CPELEC est actif depuis de nombreuses années au sein du réseau PC2A, donc qui regroupe des industriels de l'électronique. Alors, l'électronique aujourd'hui, ça va très très loin, hein, puisque l'électronique, notre ami Amaury, c'est plastronique, c'est mécatronique, c'est électronique 3D, etc. Donc, ça veut dire qu'on arrive à regrouper beaucoup d'industriels. C'est une association, on est là vraiment pour de l'échange. Réussir à travailler ensemble. On s'appuie sur un réseau de partenaires aussi important sur toute la France. Et notre idée au sein de CPELEC, c'est aussi de mettre en avant par ces lives les membres actifs de PC2A pour que nos clients ou les clients de ces experts puissent voir un petit peu ce que l'on fait et surtout échanger ensemble. Je vais laisser la parole maintenant à Maury pour la présentation de sa société. Et puis derrière, tu enchaîneras sur ta thématique. Merci. Alors, je vais partager. Amaury, pardon, je vais te rendre le partage d'écran. Alors, attends, hop. Là, normalement, c'est bon. Donc là, normalement, tu peux partager ton écran. Ok. Parfait. Hop, on va revenir au début. J'ai vu qu'il y avait une première question. Alors peut-être que j'y reviendrai juste après, mais j'ai bien vu qu'il y avait des questions dans le chat, donc n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Donc moi-même, quand je serai en plein écran, je ne vais peut-être pas forcément toutes les voir. Par contre, Mélissa sera juste là pour les récolter et puis m'interrompre si jamais il y a un certain nombre de questions pour qu'on puisse y répondre en direct. Hein. Donc ça, là-dessus, il y a aucun problème. La présentation est relativement courte pour justement laisser de la place au temps d'échange et à vos problématiques. Juste un point, pardon, Amaury. Si la personne sous la dénomination MUGNFR pouvait simplement couper sa vidéo. Mélissa, je te laisse voir. Merci. Allez, Amaury, à toi. Voilà. Donc, en effet, alors d'habitude, dans nos présentations, si j'ose dire, commerciales, on présente S2P à la fin, puisqu'en fait, on montre d'abord les besoins et après, on montre comment S2P peut répondre à ce besoin. Donc là, l'exercice est un petit peu particulier, parce qu'on va d'abord présenter S2P en quelques mots, et on pourra d'ailleurs voir en complément suite à la présentation. Donc, on a une PME expert, donc ce qu'on appelle dans la plastronique, ou 3D MID, on regardera tout à l'heure le terme plus en détail. Et puis, on a une équipe pluridisciplinaire hein, qui réunit aussi bien des mécaniciens plasturgistes, des chimistes, des électroniciens, etc. Donc, ce qui permet, on le verra, d'avoir une efficacité en termes de conception et de
proposition de solution, d'avoir tous ces métiers qui sont réunis dans une seule et même entité. Donc, on a un savoir-faire qui est assez unique en France, puisque justement, ce regroupement de différentes compétences dans ce domaine-là est unique en France, et on est indépendant en termes d'actionnariat, puisqu'on a un pacte d'actionnaires qui est de 19 actionnaires, tous minoritaires, ce qui nous permet d'avoir une certaine autonomie en termes de développement et des marchés sur lesquels on vise. Et puis, on est membre d'un certain nombre de réseaux internationaux sur ces thématiques-là, et on est reconnu au niveau également international, puisqu'on a des demandes qui nous arrivent, on va dire, d'un peu partout dans le monde. Et puis l'idée, c'est d'avoir un bureau unique qui permet de l'idée, puisque souvent la plastronique, elle commence par une idée, un besoin, et puis essayer d'aller jusqu'à la production série. Donc on produit en série chez S2P, et en passant par toutes les idées, enfin par toutes les étapes, que ce soit la partie prototypage, pré-série et série bien sûr. Et on est plutôt sur S2P en interne, enfin on va dire production interne, plutôt sur des produits de petite et moyenne série, moyenne et forte valeur ajoutée. Après, on a des partenaires qui font de la fabrication de plus grandes séries avec de la valeur ajoutée un peu moindre, mais on a un réseau de partenaires également pour avoir une solution complète. Quelques fonctions possibles, mais je ne vais pas m'attarder sur ce slide puisque ça va vraiment être l'objet des exemples que je vais vous présenter plus en détail derrière. On peut aller aussi bien sur les antennes, sur la partie smart packaging, sur les LED, sur les chauffe localisés, sur des capteurs, sur des connecteurs, mais on ne va pas s'attarder là-dessus puisqu'on a un certain nombre d'exemples derrière et ça vous permettra de voir totalement les capacités de ces technologies. Voilà, et donc en interne, on a aussi bien des mécaniciens produits, de la partie fabrication par injection ou par d'autres choses, l'activation laser, la métallisation sélective qui est chez nous. On a également du matériel de report de composants donc en 2D,5, hein, donc on y reviendra certainement tout à l'heure sur les technologies. Et puis sur la partie qualité contrôle aussi, parce que bien sûr, tout ce qu'on produit derrière, l'objectif c'est d'assurer une fiabilité. Aujourd'hui, on est 9001, on a lancé les premières démarches internes pour aller vers la ISO 9100, puisque un des marchés principaux, c'est sur le slide d'après, un des marchés principaux qui aujourd'hui nous sollicite, c'est l'aéronautique et la défense. Et donc, vis-à-vis de cela, on s'oriente vers des normalisations type EN 9100. On a d'autres secteurs de marché qui sont aujourd'hui sur ce type de choses. Donc, la partie domotique, l'industrie, l'automobile, le médical. Et puis, au sens large, on va dire l'IoT qui est, on va dire, assez maintenant ouvert sur différents créneaux. Avant, l'IoT était presque à part. Aujourd'hui, on retrouve de l'IoT aussi bien dans l'aéronautique défense, dans la domotique, dans l'industrie, dans l'automobile, dans le médical, puis dans plein d'autres domaines, de sport et loisirs. L'IoT devient, donc c'est l'Internet des objets, hein, arrive bientôt de partout. OK, quelques références clients. J'ai vu dans les connectés que j'avais quelques clients qui étaient connectés aujourd'hui. Donc, merci de venir participer également à cette webconférence. Ça fait plaisir de vous voir. Peut-être qu'on ne s'est pas vu depuis quelques semaines. Donc, merci d'être là. Donc, en effet, on voit bien une prédominance quand même aéronautique défense avec aussi bien Airbus que les groupes Thales, Safran, le groupe Mafelec, par exemple, qui sont bien implantés. Et puis, on fait aussi un petit peu le grand écart, par exemple, avec Decathlon, sur lequel on a développé des choses aussi, aussi par exemple, Orange, Michelin. Voilà. Donc, on voit qu'on est assez large en termes d'application. En fait, on est vraiment sur une thématique qui est assez dynamique, quel que soit le secteur de marché.
Donc, on est membre actif d'un certain nombre de réseaux. Alors, peut-être juste rester quelques secondes sur PC2A, puisqu'en effet, c'est ce qui a fait que CPLEC et S2P se sont connus sur des événements d'innovation et des thématiques qui sont intéressantes. Donc, PC2A, ça permet vraiment aux structures de toute taille, et on peut en parler puisqu'on fait partie des petits dans l'association, voilà, de collaborer, de discuter avec des grands groupes, des Schneider Electric par exemple, ou autres, qui permettent, voilà, d'avoir des CPLEC également pour aborder tout un tas de thématiques sur l'électronique. Et donc, j'ai la chance d'en être le vice-président maintenant depuis 2 ans, et je pense qu'on commence à s'étendre partout sur la France, avec Jean-Pierre qui est maintenant sur le sud-ouest et autres. On a aussi l'ouest qui est bien dynamique, et on essaye de faire vivre tout ça le plus possible. Donc, on a d'autres réseaux, hein, aussi bien purement plastroniques que minologiques et autres, donc les pôles de compétitivité sur lesquels on a des liens très forts. Voilà, donc je ne sais pas si, par rapport au nombre, si on peut se permettre de faire un petit tour de table. Je ne sais pas, par rapport aux timekeepers qui ont l'habitude de faire ce genre d'exercice. Mélissa, Jean-Pierre? Alors, en effet, il y a beaucoup enfin, il y a beaucoup de participants. On est quand même assez nombreux. Moi, je pense qu'ouvrir les micros, c'est pas forcément une bonne idée. Par contre, voilà, comme je l'ai dit en début de live, on a le chat. Donc voilà, j'ai déjà envoyé des petits messages, mais c'est vrai que si chacun pouvait noter au moins son nom, son prénom, sa société, et dire peut-être voilà, qu'est-ce qui l'intéresse dans ce live, pourquoi est-ce que voilà, chacun s'est connecté aujourd'hui, ça peut être intéressant. Donc voilà, le chat, c'est le petit outil conversé. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Très bien, merci Mélissa. Donc, à minima, je vais quand même me présenter un peu plus. Moi-même, Amaury Veil, je suis le directeur technique de la société S2P et un des 2 cofondateurs. Donc, on est issu du centre technique de la plasturgie au départ. Et aujourd'hui, mon intérêt de participer, en tout cas d'animer cette journée, c'est peut-être d'en être un des experts. Donc, je pense être un des experts. Peut-être que vos questions vont soit me faire douter, soit me conforter dans cette position d'expert. Et j'espère pouvoir répondre en tout cas à la plupart de vos questions aujourd'hui. Alors, pareil, donc on va utiliser cette fameux petit outil conversé là pour faire un espèce de petit quiz là pour démarrer, parce que finalement la plastronique, c'est peut-être un peu flou pour vous, et donc voilà, une petite question pour vous pour commencer, donc répondre par l'outil conversé. Hein. Donc pour vous, c'est quoi la définition de la plastronique? C'est quoi la plastronique? Donc petit a, un mot inventé à Oyonnax pour ne plus parler de plastique, parce que voilà, le plastique n'a pas forcément bonne presse. Alors peut-être à retrouver quelques couleurs pendant la crise du Covid, mais on voit bien que quand on parle plastique, c'est pas toujours en bien. En petit b, une discipline mêlant plastique et électronique. Voilà, petit c, un nouveau moyen de concevoir des produits intégrant de nombreuses fonctions. Voilà. Et puis D, la réponse D, parce que ça, c'est un petit private joke pour ceux qui connaissent peut-être la référence de notre ami Gad Elmaleh. Voilà. Donc, je vous laisse répondre sur le chat, déjà voir s'il y a des personnes qui ont des idées sur quelle est la meilleure définition de la plastronique pour vous. Je ne vois pas beaucoup de réponses arriver. Ah si, donc là, j'ai un B, alors discipline mêlant plastique et électronique. Alors, voilà, une deuxième réponse B. Donc, voilà. Alors, je vois des C avec un point d'interrogation. Alors, en fait, c'est un petit peu tout ça. Hein. Alors, c'est vrai que c'est un mot qui a été inventé ça a été inventé à Oyonnax. Alors, en fait, on verra juste après que le terme, on va dire international, on ne retrouve pas le terme plastronique à l'anglaise dans les différentes communications. Par contre, en France, c'est vrai que c'est quelque chose qui a plutôt bien marché. Et en fait, ça a été inventé lors des premiers projets de R&D, on va dire
français et franco-européen, on va dire, où au niveau du centre technique de la plasturgie, l'idée c'était d'avoir quelque chose qui soit un peu signature en termes de nom. Et il s'est trouvé que la plastronique, c'était finalement un cousin de la mécatronique, qui étaient nos voisins de la vallée de l'Arve et autres. Et donc, du coup, on s'est dit que ça sonnait bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en France, c'est quand même un terme qui aujourd'hui identifie bien en tout cas cette discipline. Donc le A était vrai aussi. Et l'idée, c'était pas non pas de plus parler plastique, mais c'était bien de montrer que le plastique n'était pas que du plastique jetable. Et de toute manière, le plastique ne se jette pas tout seul. Donc, mais en tout cas, faire des choses plus techniques que le plastique jetable. En effet, c'est une discipline qui mêle plastique et électronique, mais pas que. On se rend compte que les fonctions qui se rajoutent sur le plastique sont de plus en plus nombreuses et on n'est pas à l'abri dans les prochaines années de voir de nouvelles fonctionnalités. Et comme on a pu voir la mécatronique passer un certain nombre de caps ces dernières années, d'avoir cette même évolution côté plastronique. Et puis, bien sûr, le C, un nouveau moyen de concevoir des produits intégrant de nombreuses fonctions. On verra que ça fait partie des données d'entrée sur lesquelles on peut avoir nécessité de la plastronique. Okay, et puis la réponse D, bien sûr, c'était pour le petit clin d'œil humoristique. OK? Non, mais j'ai voulu t'en parler. T'es le mec qui nous a... Alors, la plastronique ou 3D imidé. Alors, comme je disais juste avant, la plastronique est un terme plutôt français. Et quand on regarde en termes de bibliographie la partie internationale, on retrouve plutôt le terme de 3D imidé. Et le 3D imidé signifie 3D Mechatronic Integrated Devices. Donc, on est vraiment sur des produits interconnectés type mécatronique. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir un mix technologique entre ce que c'est faire l'injection, enfin la plasturgie d'un côté, donc avec des précisions géométriques, des formes 3D extrêmement complexes, et puis de l'autre côté, les contraintes de l'électronique traditionnelle qui sont sur du 3D en général stacké, hein, on est sur du multicouche, mais on est rarement sur du 3D développable. Alors avec le flex, on sait un petit peu le faire, mais on a des contraintes de courbure, d'angle de courbure, etc. Donc l'objectif, c'est de mixer ces fonctions aussi bien mécaniques qu'électroniques le mieux possible. Alors, deux grandes raisons sur lesquelles utiliser la plastronique. Alors, la première raison, c'est la partie liberté de design et flexibilité. Ça, c'est une évidence. La liberté de design que l'on a avec la plastronique est sans commune mesure avec ce qu'on peut retrouver aussi bien sur du câblage traditionnel, sur du PCB, sur du flex PCB, sur du flex rigide. On a une liberté de design qui est sans commune mesure. On peut voir le premier exemple en haut à gauche de votre écran. Donc là, on est sur en fait une phalange d'une main robotique sur lequel en fait le fabricant a souhaité utiliser les surfaces disponibles pour donner un simili-sens du toucher au robot sur sa dernière phalange. Et donc là, on imagine bien la problématique d'intégration. On voit qu'à l'intérieur du doigt robot, il y a une partie qui va être utilisée pour faire du câblage de composants, pour faire du traitement de signal in situ et justement permettre d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement dans la fonctionnalité. Et donc là, on imagine bien la problématique qu'on aurait à faire ce genre de fonction avec du flex, notamment par rapport aux angles de courbure minimum, maximum. Donc là, ça, c'est une première chose. Le deuxième exemple, j'en parle pas parce que on va dire, j'utilise l'exemple plus tard. Les autres exemples, je les utilise plus tard. Mais voilà, c'est un premier exemple qui montre qu'on peut profiter de la liberté de design de manière très, très forte sur ce genre de choses. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter les performances, d'avoir quelque chose de plus précis, plus répétable. Et puis, bien sûr, qui dit liberté de design, flexibilité, peut aller aussi vers la customisation, la standardisation. Alors, c'est presque deux termes qui sont antagonistes et pourtant, dans les deux cas, on peut apporter une solution. Customisation, parce qu'on peut très bien partir d'une pièce qui est standard, sur lequel on va pouvoir apporter une fonction, on va dire, pour un client spécifique. Et à l'inverse, on peut très bien avoir au départ plusieurs fonctions électroniques
qu'on va regrouper sur une seule et même pièce plastique. Et puis, en fonction du produit, on va activer telle ou telle piste. Et donc là, on va plutôt être dans la standardisation des outils. OK ? Et puis la miniaturisation. Donc là, l'objectif, c'est la réduction du poids, l'intégration des fonctions et la simplification des assemblages. OK. Alors, je vous propose déjà peut-être, parce que je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui sont intéressantes et je vais essayer d'y répondre en partie dans ma présentation. Puis si jamais il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas pu répondre, eh bien, je reviendrai à vos questions juste après la présentation générale. Et puis, donc, n'hésitez pas à commenter au fur et à mesure comme vous le faites, c'est très bien. Et comme ça permettra d'avoir un vivier un peu de questions sur la fin. Voilà, donc là, le premier exemple d'application que je souhaitais vous montrer, eh bien, ce sont les antennes. Voilà, donc les antennes profitent, en tout cas le domaine antennaire, profite vraiment beaucoup de cette partie plastronique pour différentes raisons. Donc là, par exemple, il y a plusieurs exemples. Donc les raisons, c'est intégrer toujours plus d'antennes sans augmenter la taille des produits. Par exemple, dans la partie téléphonie mobile, donc là, je n'ai pas mis de photos de smartphone parce que je pense que ce n'est pas forcément le meilleur exemple pour la plastronique, même s'il y a des antennes plastroniques à l'intérieur. Hein, mais on a toujours plus d'antennes dans des produits qui sont toujours plus petits, toujours plus fins. Donc là, le fait d'avoir des surfaces rayonnantes en 3 dimensions permet d'avoir un certain nombre d'avantages. On peut également optimiser les diagrammes de rayonnement grâce à la 3D, parce que clairement, quand on vient réaliser une antenne en 3D, on peut réussir à avoir des astuces de conception qui ne sont pas forcément disponibles en 2D. Donc là, la simulation permet aujourd'hui d'avoir des conceptions d'antennes qui sont totalement innovantes. Et puis ensuite, de pouvoir éloigner les antennes des éléments perturbateurs pour augmenter les performances antennes. Ça, c'est clairement une problématique. Aujourd'hui, quand on met une antenne sur un PCB, eh bien, il faut essayer de l'éloigner le plus possible des éléments perturbateurs. Et quand on est en 2D sur un circuit imprimé, ce n'est pas toujours évident de trouver la meilleure solution, le meilleur compromis. Là, le fait de déporter l'antenne sur le capotage, on peut des fois gagner quelques millimètres, voire des fois quelques centimètres, et ça suffit souvent à avoir un très fort gain en termes de performance antenne. D'accord ? Donc là, on a quelques exemples. Par exemple, avec EADS, avec Airbus Défense et Sécurité, qui avait un téléphone sécurisé. Hein. Donc, en fait, c'est des fréquences PMR, qui sont des fréquences qui ne travaillent sans relais. Hein. Donc, on est sur du point à point. Et ils travaillent avec des antennes aujourd'hui qui font une quinzaine de centimètres, entre 10 et 15 centimètres, qui sont vissées directement sur le téléphone. Alors, il y a plusieurs problématiques. Il y a la fragilité de cette antenne hein, sur le terrain, parce qu'on peut être sur terrain civil comme on peut être sur des terrains militaires, hein, donc la problématique de la fragilité, la problématique aussi de discrétion, puisque quand on est en planque et qu'on a un téléphone avec une antenne comme ça en planque, on est assez rapidement catalogué comme flic en planque, donc ça peut être une problématique. Et puis la troisième problématique, c'était d'intégrer de plus en plus de fonctions sans essayer de trop grossir le produit, parce que c'est un produit qui est déjà gros, parce qu'il doit être robuste, il doit être extrêmement robuste au choc notamment, et donc c'est difficile de pouvoir non plus de toujours le faire grossir. Donc là, sur ce produit-là, on a intégré l'antenne directement dans le capotage. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a intégré une deuxième antenne qui est une antenne Bluetooth qui est sur le côté. On avait également une antenne GPS qui était dessus. Et puis, on avait implanté le blindage électromagnétique directement sur le capotage plastique, ce qui a permis de remplacer une pièce en magnésium qui était à l'intérieur, qui était chère à fabriquer. Les outillages de magnésium ont une durée de vie très, très petite. Et donc là, ça posait un certain nombre de soucis. Le deuxième exemple, c'est celui qu'on voit en bas. Donc, c'est un terminal pour les pompiers, de pager de pompiers, pardon, qui nécessitait d'avoir une très bonne sensibilité au signal, et on est sur des très basses fréquences. Et qui dit très basse fréquence dit antenne de grande dimension en général. Et donc là, l'idée, c'était et en plus, pour éviter que l'antenne soit perturbée, parce que c'est des antennes qui sont extrêmement sensibles, et ben en fait, c'était là carrément de le mettre à l'extérieur du boîtier. Donc là, on a sur les pièces finales, on est venu
repeindre, vernir et repeindre la pièce pour la protéger au niveau du choc. Mais en tout cas, l'antenne ici est à l'extérieur pour pouvoir avoir une performance extrêmement intéressante. Et puis sur le dernier cas, donc là c'est un cas qui a été développé avec Orange, Orange Labs. Donc là c'est une box sur laquelle on a donc le concept qui était développé par Orange, c'était d'avoir plusieurs antennes sur tout le tour de la box. L'objectif étant de pouvoir bénéficier d'une antenne, on va dire, avec une performance intéressante, quelle que soit l'orientation de la box. Donc là, c'est vrai que la partie 3D permet d'optimiser l'espace et d'avoir la même antenne à plusieurs endroits et ensuite de pouvoir choisir le meilleur canal pour le signal. Deuxième exemple d'application, donc là on est plutôt sur, la partie composant RF. Donc là l'avantage c'est d'avoir de la combinaison entre la partie précision mécanique de l'injection. Et donc là typiquement c'est un connecteur qu'on a développé avec Radial et c'est un connecteur qui travaille à 18 GHz. Donc là le moindre décalage de quelques microns, quelques dizaines de microns au niveau mécanique a une incidence sur la partie connectique. Et donc là, on voit là, le connecteur est coupé et on voit qu'il y a une partie métallisée au centre, une partie qui est isolante, donc c'est un coaxial, et puis la partie extérieure qui fait aussi bien le rôle mécanique de clipsage et la partie mise à la terre. Donc là, c'est un produit qui est assez intéressant et on ne pourrait pas faire ce genre de choses. Alors aujourd'hui, par exemple, Radial fabrique ce genre de connecteurs par des assemblages métal-plastique. Donc, ils ont des pièces plastiques injectées, ils ont des pièces métalliques qui sont décolletées, qui viennent assembler. Et aujourd'hui, c'est des produits qui ont entre 5 et 15 pièces mécaniques qui sont assemblées les unes avec les autres. Et donc là, on a réduit de 15 pièces à une seule pièce mécanique, puisque là, une fois qu'on a injecté la pièce, elle est déjà solidaire, on n'a pas besoin d'assemblage, pas besoin de machine d'assemblage ni d'opérateur. Et tout est déjà mécaniquement extrêmement bien positionné. Okay. Et puis, des facteurs de forme qui ne sont pas forcément développables. Ici, on a fait un capteur diélectrique large bande avec le LAMIPS en bas à gauche, où les formes étaient des formes tronconiques avec des rayons, etc., où c'était et nécessitant des précisions extrêmement importantes. Et donc, du coup, le flex ou autre n'était pas compatible. Voilà. Et puis, en bas à droite, on a des filtres RF également qui sont réalisés donc, sur des formes de type circulateur. Donc là, on était quand même sur de la très haute fréquence, puisqu'on était entre 28 et 32 gigas. Et donc là, on a pu intégrer, on voit les petits trous là dans les pièces. Donc, c'était des interfaces mécaniques pour le vissage directement de ces pièces sur l'interface finale. Un des gros marchés aussi de ce domaine plastronique aujourd'hui, c'est l'anti-intrusion. Alors, l'anti-intrusion physique, protection physique contre l'intrusion malveillante. Donc, clairement, c'est quand on a des systèmes sécurisés, terminaux de carte bancaire, des modules de sécurité, donc on appelle aussi HSM, on a nécessité à dire, si j'ai un acte malveillant à venir pénétrer dans le système pour aller récupérer les données sensibles sur les composants qui sont cryptés, il faut que je puisse détecter tout cela pour effacer la mémoire, pour effacer les composants qui sont critiques. Donc, il y a déjà aujourd'hui dans les boîtiers type terminaux de carte bleue des détections d'ouverture. Donc, quand on vient dévisser les vis et quand on vient ouvrir le système, il y a déjà une première sécurité à l'ouverture. Par contre, en général, les personnes malveillantes qui souhaitent rentrer à l'intérieur, ils vont pouvoir venir percer avec des choses très fines. Donc, nous, l'avantage, donc là, on voit en haut j'ai mis une solution Flex qu'on a retrouvée dans un terminal du commerce. On a démonté un terminal du commerce. Et là, on voit que la solution Flex donne des zones de forte fragilité, notamment dans les angles, puisqu'on n'a pas une couverture qui est idéale dans les angles de la pièce plastique à protéger. En plus, il y a du collage, il y a des choses qui ne sont pas toujours très heureuses en termes d'assemblage. Ça fait le job, mais on va dire, dans la norme PCI, là, on a plusieurs grades de protection. Et on va dire que sur les Flex, on est plutôt sur des protections bas niveau.
Nous, l'objectif, c'est de protéger 100% des surfaces internes qui vont englober le système sécurisé, et y compris d'avoir des zones de connectique qui soient au même pitch que le reste de la protection. Donc ça fait partie des questions que j'ai vues passer. Là, aujourd'hui, par exemple, sur les capots de sécurité, on peut aller jusqu'à 150 microns de piste et 150 microns d'interpiste. Donc ça commence à être tout petit. Donc là, ça veut dire que même si on perce avec un forêt de 0,03, on est détecté, à coup sûr. Voilà. Donc là, c'est que dès qu'on coupe une piste, le principe, c'est dès qu'on coupe une piste, on vient du coup détecter l'intrusion physique dans le système. Cette limite de 150 microns, on va dire, elle est liée à différents facteurs. Il y a des travaux aujourd'hui, et nous, on a déjà mis en place un certain nombre de choses. On a déjà fait des démonstrateurs, alors pas sur ce type d'application, mais sur d'autres choses. On verra sur le micro-packaging. On a déjà des preuves de concept et des produits qui marchent avec des pistes jusqu'à 50 microns, mais pas avec le même type de laser. Aujourd'hui, vu que sur des capots de sécurité, on est quand même sur des relatives grandes surfaces, le 150-150 microns de piste et interpiste est un bon compromis entre la sécurité et la dimension finale du produit. Un autre type d'application, l'initiateur pyrotechnique. Alors, en fait, on a la possibilité, en faisant un design de piste 3D, en tout cas, de pouvoir réduire localement la largeur de la piste. Donc, on parlait tout à l'heure des 150 microns. L'objectif, c'est de dire, si on met un très fort courant dans la piste, de pouvoir chauffer localement et de pouvoir choisir à quel endroit on chauffe pour pouvoir faire soit un effet fusible, hein, parce qu'on a déjà eu aussi fait dans le passé une fonction fusible dans un produit. Et là, avec la croix, on a fait de l'initiateur pyrotechnique. Alors, pourquoi de la plastronique? Parce qu'on pourrait dire, aujourd'hui, on met un fil, etc. Donc, la problématique de la croix, qui fabrique déjà ce genre de choses avec des technologies traditionnelles, c'est de gérer l'étanchéité et de gérer l'assemblage du fil fusible, entre guillemets, à l'intérieur de petits godets. C'est des petits godets dans lesquels on a alors, ce n'est pas de la poudre, hein, c'est de la chimie qui vient ensuite faire exploser. Et donc là, par exemple, l'utilisation qui avait été testée, c'est pour les leurres, quand les avions sont attaqués par un missile, on a des leurres qui partent dans toutes les directions. Leur objectif, c'est d'être plus chaud que l'avion lui-même pour, on va dire, rediriger la tête thermique des missiles. Donc là, ça a été validé par la Croix sur ce fonctionnement. Et donc là, il y a plusieurs designs qui avaient été testés pour vérifier la rapidité de déclenchement. Parce qu'il y a dans le cas des charges, il y avait une rapidité de déclenchement et aussi, en fonction du déclenchement, de pouvoir modifier le design en fonction de l'homogénéité de la température et autres. Voilà. Ça, c'est une application qui peut avoir aussi des retentissements aussi dans l'aviation civile, puisqu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui réfléchissent à équiper également l'aviation civile de ce type de leurre, notamment ceux qui peuvent survoler des zones à risque. Pour Airbus, on a travaillé sur de la détection capacitive. Donc ça, donc là, l'idée, c'était de faire de l'intégration d'un capteur capacitif sur une mécanique qui est existante. Et la mécanique existante, en fait, c'était une poignée de gaz d'un Airbus A320 et c'était une pièce qui est métallique. Et donc, l'objectif, c'était de savoir à quel moment, quel était le comportement du pilote en vol et pendant les phases d'atterrissage et de décollage, quel était le comportement au niveau de la main sur les manettes de gaz. Et pour pouvoir détecter cela, il fallait rajouter des zones capacitives pour pouvoir avoir une détection sans contact. Donc, on a travaillé sur une forme d'un clip. Donc, c'est une forme qui est quasiment cylindrique sur la totalité du diamètre. On a juste laissé une petite ouverture pour clipper
sur la poignée de gaz. Et à l'intérieur, on a toute une zone capacitive. On a plusieurs touches capacitives qui sont à l'intérieur et avec le traitement de signal. Donc, il y a une partie des composants qui sont soudés dans le clip pour pouvoir faire le traitement de signal. Et donc là, ça permet une fois collé assemblé sur la poignée de gaz, de faire de la mesure du comportement en simulateur du pilote. Donc là, ce n'est pas des choses qui vont en vol, c'est fait pour faire des travaux en amont, mais en tout cas, voici quelque chose qui peut être réalisé assez facilement. Une deuxième chose qu'on a pu travailler avec Airbus, c'était sur des poignées d'hélicoptères cette fois-ci. La problématique dans ce domaine de marché, c'est que les formes des poignées d'hélicoptères sont en général moulées sur… au départ, c'est des ébauches en bois qui sont poncées, qui sont travaillées et qui sont, on va dire, travaillées avec les pilotes. Hein, donc, pour avoir des poignées qui tiennent bien dans la main, qui soient ergonomiques, etc. Donc, il y a beaucoup d'ergonomie qui est travaillée et tout. Et après, ils redupliquent ce modèle qui est fait en résine ou en bois pour faire un outillage d'injection. Donc, ils retravaillent ensuite légèrement la forme pour qu'elle soit compatible avec l'injection. Et à l'intérieur, on peut avoir des restrictions de passage pour passer les câbles. Parce que du fait de la forme qui est complètement gauche, aujourd'hui, il y a une vraie problématique de passage de câbles et de réduction du nombre de pièces parce que quand ils viennent faire sur un hélicoptère avec les vibrations, etc., ils sont obligés de faire beaucoup de maintenance préventive et notamment dans les poignées. Et donc, l'objectif, c'était aussi de faciliter. Alors là, c'était une preuve de concept, hein, c'est quelque chose qui ne vole pas non plus, mais l'idée, c'était de réfléchir à une autre manière de faire que du câblage traditionnel. Donc là, on est vraiment sur du remplacement de câblage. Donc là, on a toujours les mêmes boutons en façade, hein, ça c'est du bouton standard, qui sont en fait soudés sur une platine. Et ensuite, on voit là, par transparence, hein, il y a une pièce plastronique hein, qui est complètement 3D, complètement gauche. L'avantage de la plastronique, c'est qu'on peut faire travailler des pistes sur des formes extrêmement complexes. Et on vient ensuite s'interconnecter avec un connecteur standard de l'aéronautique hein, qui est à l'arrière ici, pour pouvoir se connecter en lieu et place d'une poignée traditionnelle. Donc là, l'idée, c'est que quand on est en maintenance préventive, on peut ouvrir la poignée et il n'y a pas des fils qui se baladent à l'intérieur. Donc, quand on va refermer l'ensemble, on n'a pas un risque de coincer le câble. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des différents risques de coincer un câble ou de tirer sur un câble et ça vient dessouder un des composants. Et donc, aujourd'hui, il y a au niveau de la maintenance préventive et curative, ça permet de faciliter les manipulations pour avoir ce genre de poignée. Tout ce qui est interface homme-machine est en train aussi d'être révolutionné. Alors là, on change un peu de domaine. Donc là, automobile, on voit de plus en plus arriver des interfaces de ce type-là qui combinent aussi bien la partie décorative avec des pictogrammes, avec des écrans, avec des formes design, et puis des parties électroniques, donc avec des touches capacitives, des interfaces homme-machine, des rétroéclairages LED, par exemple. Et donc ça, c'est un vrai savoir-faire de la plasturgie, déjà de faire de la décoration, ce qu'on appelle dans le moule, hein, in mold. Et donc, le savoir-faire de la plasturgie était plutôt de prendre un film décoratif, un film imprimé décoratif avec des encres décoratives qu'on vient mettre dans un moule d'injection. Et lors de l'injection, on vient faire finalement un transfert de ce décor sur la pièce plastique. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver dans beaucoup de choses, hein, aussi bien dans l'automobile. Et un autre exemple que vous connaissez tous, c'est la boîte de glace. Alors, le temps de ces derniers jours ne l'a pas permis, mais j'espère que les températures vont augmenter. Et en fait, les bacs de glace sont décorés souvent par une étiquette qui est mise dans le moule et on vient surmouler directement. Voilà. Donc, il n'y a pas d'opération de reprise derrière au niveau décoratif. Donc, c'est extrêmement productif. Ça permet de fabriquer des millions de pièces directement décorées. Et donc, le savoir-faire qui a été développé ces dernières années, c'est non plus de faire que de l'esthétique. Donc, on a toujours une face esthétique. Par contre, c'est d'intégrer de l'électronique. Alors là, on est plus sur de l'électronique imprimée. Donc, c'est des choses qui sont assez récentes en termes de développement technique. Hein. Donc là, on est sur des encres conductrices, par exemple. On est sur
des encres argent, on est sur des choses comme ça, des encres cuivre, et ça permet d'avoir aussi des encres légèrement étirables. Alors quand je dis étirable, on va aller de 1 à quelques pourcents, voire quelques dizaines de pourcents en fonction de l'encre. Et ça veut dire que ces électroniques vont pouvoir se déformer en partie pour pouvoir suivre le galbe ou la courbure de la pièce. Donc là, en termes de complexité de forme, on est quand même sur des choses qui sont relativement 2D et demi, plutôt avec des formes douces, mais on est quand même sur de l'électronique qui commence à devenir étirable. Alors, elle est étirable une fois, puisque une fois qu'elle est étirée, elle est figée dans la matière plastique qui vient la surmouler. On commence à avoir des développements et on a beaucoup de demandes. Nous, c'est des choses sur lesquelles on a on est énormément sollicité. C'est sur de l'étirable, mais multiple. C'est d'avoir une fonction électronique qui vient s'étirer et revenir à sa position d'origine comme un élastique, des milliers, voire des millions de fois en cycle. Et donc ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Les encres qui sont disponibles sur le marché permettent des étirements qui sont relativement on va dire petit, de quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents. Et surtout, on ne va pas pouvoir faire énormément de cycles avec parce qu'on est sur des nanoparticules d'argent noyées dans une matrice polymère qui sont des époxys ou des choses comme ça. Et donc, en termes de vieillissement, on ne peut pas faire un nombre de cycles trop important. Okay. Et donc, cette partie surmoulage de film, on le retrouve souvent sur le terme IMSE, donc ça veut dire In Mold Structural Electronics. Donc là, on est vraiment sur de l'électronique structurelle qu'on vient directement déposer dans le moule. Et donc là, on le voit en bas à gauche. Donc là, par exemple, ça fait partie des pièces quasiment des électroniques les plus complexes qu'on peut retrouver. Donc, on a on a des touches capacitives. On voit également un espèce de maillage. En fait, c'est le blindage pour éviter d'avoir des doubles détections au niveau du toucher capacitif. On voit des LED. Donc là, on voit des LED qui sont également soudés sur le produit. Là, il manque juste la partie décorative, parce que là, la personne qui fabrique ce produit-là a volontairement pas mis la partie décorative pour montrer la partie technique. Et on voit qu'on ressort avec une nappe qui peut se connecter ensuite dans un connecteur sur un PCB ou sur une autre pièce plastronique qui vient faire l'interface 3D avec le reste du véhicule. Au niveau du micro-packaging, donc là, on peut voir un certain nombre d'avantages. Par exemple, en haut à gauche, c'est un capteur magnétique. Et là, on a deux capteurs qui avaient nécessité d'être à 90 degrés l'un par rapport à l'autre. Et faire ça sur un PCB, ça veut dire mettre un premier capteur sur le PCB, mettre un connecteur, mettre une entretoise pour garantir qu'on a bien un angle qui est respecté et mettre le deuxième capteur sur un second PCB qui ensuite va être assemblé. Dans ce cas-là, le choix était un petit peu différent, c'est de mettre les deux capteurs magnétiques sur la même pièce plastique avec une interface soudable avec un pitch compatible avec le PCB. Et ensuite, on vient utiliser cette pièce-là comme un composant électronique. Donc là, on vient reporter cette pièce plastronique comme un composant pick and place. Donc on retrouve d'ailleurs même ce type de composants, on peut les mettre en rouleau, en bande, pour que ce soit compatible avec les machines de pick and place standard. Et on vient directement mettre ce composant sur un PCB, soudé sur un PCB. On a également ce genre de packaging où là, on a une puce microélectronique qui est soudée en wire bonding avec un autre packaging. Et après, ce packaging-là, lui aussi, va être soudé sur un PCB. Et ça permet de faire un petit peu ce qu'on sait faire sur des boîtiers céramiques, mais sur de la plasturgie, ce qui permet d'avoir des formes légèrement plus complexes quand même que ce que peut faire la céramique. Aujourd'hui, la céramique a quand même un certain nombre de contraintes pour les formes 3D. Et puis, on voit un troisième exemple. Donc là, c'est FLIR qui fait des caméras infrarouges. On voit que l'interconnexion entre son module de caméra infrarouge et le PCB qui est à l'arrière est une petite pièce plastique. Donc ça, c'est tout petit. Ça fait quelques millimètres de côté. Et ça vient, on voit l'interface qui est faite directement sur le bord du capot. Donc l'objectif, c'est d'avoir une très forte intégration mécanique, puisque là, on imagine que dès qu'on commence à vouloir mettre des câbles, du flex et autres avec les angles de
de pliage, ça peut vite faire des facteurs de forme assez importants. Donc, c'est compliqué de pouvoir intégrer ce genre de choses. On sait que la problématique des connecteurs, c'est que c'est souvent les défaillances dans les connectiques sont quand même pas négligeables. Et puis, la précision géométrique, là, on est à quelques dizaines de microns près en termes de précision. OK ? Donc voilà, je voulais présenter quand même ces exemples assez classiques. Ça n'a pas vocation d'être exhaustif parce que l'objectif, ce n'est pas de vous garder sur cette webconférence pendant des heures, mais c'est plutôt d'être en interaction et autres. Donc, je vais reprendre le fil d'intégration, le fil de conversation, pardon. Ouais, on avait pas mal de questions, Amaury. Alors, des questions qui ont été posées même au début. Oui. Alors, je pense que toi, tu as eu des questions aussi en message privé. Parce qu'au début, tu parlais de questions, mais moi, je ne les voyais pas forcément. Donc, peut-être si tu veux reprendre, toi, ce que tu as dans ton fil, puisque tu verras celles qui t'ont été envoyées en privé et celles qui ont été posées aussi en public à tout le monde. Voilà, donc moi, la première question que j'avais, c'était sur une partie grade médical. Alors, la problématique des grades médicaux, en fait, elle est double. Hein. C'est que des matières plastiques grade médical, on va dire que ça existe et potentiellement même des matières plastroniques pourraient passer des grades médicales. Aujourd'hui, c'est plus une notion économique puisque, on va dire, qualifier une matière comme grade médical aujourd'hui demande énormément d'efforts de temps et financiers. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les matières médicales sont extrêmement chères. Hein. Par exemple, je vais prendre une analogie assez bête, mais une matière plastique lambda, par exemple un polypropylène qui va coûter peut-être 1 ou 2 euros le kilo, hein. Un grade médical du même polypropylène, donc c'est la même molécule, hein. Donc il n'y a pas de raison que l'un soit médical et pas l'autre, sauf qu'il y en a un qui a été labellisé médical, qui est sur la liste blanche, hein, qui est sur la liste verte pour pouvoir être utilisé dans les applications médicales. Ce même polypropylène qui est utilisable par exemple pour faire des stents, pour faire des mailles pour les hernies inguinales par exemple. Donc là, on ne parle pas de plastronique, on parle juste de plastique. C'est des matières qui vont coûter plusieurs centaines d'euros par kilo parce que la qualification de la matière est telle que le prix au kilo derrière de la matière est extrêmement élevé. Et donc là, aujourd'hui, sur ces problématiques de plastronique, j'ai envie de dire, même si les matières plastroniques potentiellement pourraient être qualifiées médicales, moi j'ai eu des discussions régulièrement avec mes fabricants matières pour dire est-ce que vous avez une ambition à aller vers ces grades médicaux? En fait, la stratégie qu'on utilise en général pour aller vers les secteurs médicaux, c'est de faire une pièce plastronique avec un grade non médical pour des raisons économiques et ensuite on vient resurmouler ou on vient enrober la pièce plastronique avec un grade médical et on essaye de limiter la consommation de matière de grade médical pour des raisons économiques. Donc, même si, alors c'est un petit peu une réponse de Normand, mais même si potentiellement les matières qu'on utilise en plastronique pourraient être utilisées, en tout cas en partie, pour des applications médicales, elles ne sont pas sur la liste verte, elles ne sont pas qualifiées, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça voudrait dire sinon que la matière coûterait cher, même pour les applications non médicales. Par contre, en stratégie, en termes de conception, en termes de fabrication, on propose, nous, de resurmouler ou de venir enrober avec des résines qui sont, elles, médicales, le produit final. Voilà. Ensuite, j'avais une question sur la partie des normes qui régissent la méthanisation sur plastique. Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, une partie des IPC, des normes IPC, sont applicables aujourd'hui sur des formes 3D. Et nous, à chaque fois qu'on peut, travailler sur des normes type IPC, on le fait. Là, j'ai un produit client, là, une antenne que je produis actuellement et on va dire 90% des choses qu'on mesure sur les pièces ou sur les éprouvettes, parce qu'en fait, on travaille un peu comme sur le PCB, hein, il y a des choses qu'on sait mesurer directement sur l'électronique de l'électronique client. Et puis, on fabrique dans le même lot de fabrication, on fabrique des éprouvettes test
qu'on vient ensuite détruire. Hein. On vient découper pour faire de la coupe métallo, pour faire de la mesure optique, pour faire un certain nombre de choses. Eh bien, on vient processer sur des normes, dans 90% des cas, sur de la norme IPC. Alors, le 10% restant, c'est soit inspiré de l'IPC et on adapte par rapport aux formes 3D, soit on a des protocoles qui sont, par exemple, liés à la peinture. Par exemple, quand on fait du dépôt de vernis, on peut également se rapprocher de ce genre de choses. Mais dans pas mal de cas, on arrive à trouver des analogies avec les IPC, avec les différentes normes IPC, ou avec les DO 160, ou avec les normes standards 1000, etc. On arrive à trouver des analogies avec les tests. Donc ça pose pas vraiment de soucis particuliers. Ensuite, donc on avait les largeurs de piste et d'isolement. Donc ça, on en a parlé. Hein, donc 150 microns de piste interpiste. Alors, si on regarde le micro-packaging, je disais que là, on peut raisonnablement descendre en dessous. On a aujourd'hui des nouvelles… Alors, j'ai volontairement pas parlé de technologie, de manière de réaliser ces pistes plastroniques, parce qu'il y a, on va dire, une quinzaine de technologies différentes qui existent. Et donc, si on parle de toutes les technologies, on y passe déjà 2 heures. Et juste, par exemple, cette pièce de chez FLIR, elle est faite par une technologie laser. Hein, donc, on a un laser qui vient catalyser la surface du plastique, et ensuite le plastique qui est catalysé vient être métallisé. Donc le métal va ne venir que là où le laser est passé. Et dans cette technologie laser, aujourd'hui, on a des lasers qui ont des spots qui vont de 20 microns jusqu'à 200 microns de spots, et on sait faire des pistes qui vont aller de 50 microns, parce qu'il faut quand même, il y a quand même un effet de bord. Hein, donc, même avec un spot qui fait 20 microns, on a des pistes qui font en général une cinquantaine de microns, jusqu'à des pistes qui vont faire, parce qu'après on peut passer plusieurs fois. Donc moi, au niveau du laser, par exemple, on sait faire des plans de masse. Le plus gros plan de masse qu'on a pu faire, c'est une pièce qui faisait 300 mm par 300 mm. On a fait un plan de masse qui faisait 300 mm par 300 mm avec le laser. Donc là, ça met du temps, hein, parce qu'il faut balayer la surface. Mais on sait faire aussi bien des toutes petites pistes qui font quelques centaines de micromètres, comme des très grandes surfaces. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on est assez flexible. Alors, comment avoir un minimum de résistivité sur les pistes imprimées? Alors, ça dépend des technologies. En effet, il y a des technologies, typiquement, nous, on est sur de la métallisation de cuivre. Donc, le cuivre a une très bonne conductivité électrique. Donc, on n'est pas trop… Ce qu'il faut dire aussi, que vu qu'on est sur des systèmes qui sont très fortement intégrés, on a rarement de très forte puissance à faire passer. Hein, donc, et quand on a de la très forte puissance à faire passer, on utilise des technologies hybrides. Donc, on peut très bien avoir une pièce métallique qui est surmoulée dans le plastique, qui, elle, va pouvoir faire passer énormément de courant, et on vient lui ajouter des petites pistes en surface qui, elles, vont plutôt faire passer le signal. Donc, au niveau de la métallisation, ce n'est pas trop un souci. Là où la résistivité ou la conductivité peut poser un problème, c'est quand on est sur des technologies de dépôt d'encre, où là, les encres conductrices, en termes de conductivité, ça reste quand même assez problématique. Hein. C'est d'ailleurs beaucoup de travaux aujourd'hui sur les encres argent, sur les nanotubes de carbone, etc., pour avoir quelque chose qui soit flexible, très très bon conducteur, parce qu'aujourd'hui on est quand même sur une conductivité qui est assez moyenne, hein. On est plusieurs décades en dessous du cuivre massique, hein. Et puis d'avoir quelque chose qui soit résistant au niveau thermomécanique. Donc c'est vrai que sur cette partie-là, c'est un petit peu au cas par cas. En tout cas, il y a certaines technologies sur lesquelles la conductivité de la piste ne pose aucun problème, et d'autres fois où en effet il faut réellement se poser la question sur l'utilisation de la plastronique. On ne sait pas tout faire en plastronique, et quand c'est trop puissant, quand il y a trop de puissance à passer, parfois la plastronique n'est pas suffisamment, n'est pas la solution idéale. Alors, lorsque l'utilisation d'un PCB est indispensable, existe-t-il des solutions industrielles pour connecter le PCB à la plastronique? Alors oui. Alors, la première solution, c'est la soudure. On a des matières plastiques qui sont totalement brasables sur le PCB. Donc là, c'est ce qu'on voit avec le capteur magnétique, hein, ou même la caméra à FLIR. Elles sont ensuite connectées directement comme un composant électronique par soudure. Ensuite, on a des problèmes. Après, on peut très bien avoir aussi des connectiques
ce qu'on appelle sèche, hein, donc Pogopin, connecteur à lame, Pressfit, des choses comme ça marche très bien également, hein. Donc on soude quelque chose sur un PCB qu'on vient ensuite en contact avec la plastronique. Et puis il y a après pour d'autres problématiques, on peut utiliser la colle conductrice quand on a des problématiques de température, notamment de tenue en thermique. On a fait des assemblages avec de la colle conductrice entre un PCB et la plastronique. Et c'est clair que de toute manière, la plastronique ne remplace pas le PCB puisque c'est en alternative. Un PCB, par rapport au nombre de couches, par rapport à la densité de composants, par rapport à tout un tas de choses, on va dire, on n'est pas en concurrence ni avec le flex ni avec le PCB, on est plutôt en alternative ou en complémentarité pour avoir des conceptions qui soient le plus robustes possible. Alors, sur la limite en épaisseur, j'imagine c'est sur l'épaisseur de métallisation. On a aujourd'hui peu de limites dans le sens où après la limite sera pas forcément l'épaisseur, ce sera plutôt la partie économique. Pourquoi? Nous, alors quand on les dépôts en encre, on peut déposer plusieurs fois de suite de l'encre pour monter en épaisseur. Ça se passe bien. Après, il y a plus le facteur de forme. C'est plus un problème de facteur de forme qui va se faire. Sur les technologies, on fait de la métallisation sélective. Là, on est sur des bains chimiques. Donc, on va dire jusqu'à une dizaine de microns, 10-15 microns. Le bain chimique est totalement bien indiqué et on va dire ça se passe plutôt bien. Et quand on veut monter au-delà d'une 10-15 microns de cuivre, là on passe en électrolytique. On est capable, une fois qu'on a une première couche de cuivre chimique, hein, comme on le ferait en PCB dans l'EVIA par exemple, une fois qu'on a une première couche en chimique, on peut venir connecter la pièce en électrolytique. Et là, nous on a déjà fait par exemple des inductances, hein, des capteurs inductifs avec des épaisseurs de 100 micromètres de cuivre. Là, j'avais un commentaire bonjour Didier. En effet, un grand expert des encres conductrices. En effet, les encres commerciales, voilà, on est en général sur quelques dizaines de pourcents, c'est ce que je disais tout à l'heure, bien qu'il y ait énormément de travaux aujourd'hui qui se font sur ces encres-là. Et peut-être que si on refait un webinaire dans quelques mois, quelques années, on dira peut-être des choses totalement différentes. Donc, bonjour Didier, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Et puis la dernière question, c'était peut-être plus un commentaire de Denis sur la techno d'impression avec les encres conductrices. En effet, c'est une techno qui est ancienne, hein, puisque c'est déjà des choses qui dans l'industrie, on va dire, de la décoration, par tempographie, par sérigraphie, par des systèmes de rotative, hein, comme on peut retrouver dans l'impression. On sait très bien mettre en œuvre en 2D, 2D et demi, sur des formes aussi cylindriques, sur des formes coniques. On sait très bien mettre des encres sur différents supports, plastiques et autres. Et en effet, les encres conductrices, alors à l'époque, elles étaient peut-être moins étirables qu'aujourd'hui, mais on savait déjà en effet faire ce genre de choses il y a très longtemps. Et ça s'est, on va dire, plutôt amélioré dans les différents process. D'ailleurs, aujourd'hui, les dépôts d'encre, on commence à voir des choses qui sont… il y a des travaux, par exemple, la chaire plastronique que finance Schneider Electric, hein, par exemple, avec l'INP Grenoble. Ils travaillent sur des systèmes d'impression d'encre directement sur des formes gauches, sur des formes 3D, pour être en complémentaire avec les technologies qui existent aujourd'hui sur des formes, on va dire, plutôt 2D sur l'impression. Voilà, donc moi j'ai fait le tour des questions. Je ne sais pas si Mélissa, tu as vu si j'en avais oublié une. Je pense que c'est tout bon. Voilà, je ne sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions supplémentaires qui soient arrivées entre-temps, là, depuis, Amaury, que tu as repris la parole. Voilà, il y avait juste une ou deux personnes. Alors bon, je pense que ce qu'a dit Amaury était vraiment très, très intéressant.
Voilà, des personnes à qui j'avais envoyé en fait des petits messages dans le chat juste pour avoir en fait le nom de la société, les coordonnées, puisqu'on avait des gens qui étaient sous des pseudos. Donc voilà, juste pour savoir en fait qui a participé au live avec nous. Donc voilà, je vous ai mis aussi un petit lien pour laisser aussi du coup vos coordonnées, un petit formulaire très rapide à répondre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, voilà, c'est le moment. Dans tous les cas, si vous pensez à des interrogations plus tard, n'hésitez pas voilà, à rester en contact avec nous. Voilà, je ne sais pas, Maurice, si tu avais quelque chose à rajouter. Non, bah, c'est un exercice qui est intéressant. Merci en tout cas CPLEC, parce que c'est vrai que ça faisait quelques temps qu'on regardait. Moi, nous-mêmes, S2P, on avait participé avec plaisir à d'autres de vos lives. Et donc, merci en tout cas de nous avoir donné cette possibilité en tout cas faire ce live avec vous. C'était vraiment avec plaisir. J'ai mis le dernier slide là où il y a nos coordonnées, mais n'hésitez pas aussi à prendre contact si jamais vous n'avez pas eu le temps de les noter avec CPLEC. Il n'y a pas de souci pour là-dessus. En tout cas, voilà, je pense que l'électronique ou la plastronique, je ne sais pas comment, enfin, le domaine de l'électronique est quelque chose qui est extrêmement dynamique. Et on le voit avec la plastronique, ça donne pas mal d'idées en général à nos amis électroniciens qui ont des contraintes. Finalement, le PCB est extrêmement utile. On voyait tout à l'heure dans la présentation qu'on n'est pas prêt de le remplacer. Par contre, il a aussi tout un tas de contraintes et notre objectif, c'est d'essayer de tirer le meilleur de tout ça. Et en tout cas, la filière française commence à bien se structurer, aussi bien dans le surmoulage de films que sur la partie plastronique. Et vous avez un certain nombre d'acteurs qui sont extrêmement performants là-dessus. Très bien, merci à toutes et à tous pour cette participation. Merci à Maury d'avoir consacré du temps sur ce live. Alors, juste un point, c'est vrai qu'on a besoin un peu de vos coordonnées puisque on fait régulièrement, et c'est Mélissa qui prend ça en charge, quelques enquêtes pour avoir vos retours. Alors, surtout pour voir un petit peu comment nous améliorer, sur quelle thématique il faut partir, puisque à chaque fois, on a des demandes. Juste sur ce point, semaine prochaine, on va avoir un autre live avec un autre expert PC2A qui est la société AB Chimie sur la partie vernis. Et tout ça, je répète, ce sont des remontées terrain qui nous font avancer dans ce sens-là. Donc, merci de mettre vos coordonnées sur le petit chat. Mélissa prendra ça en charge. Et puis surtout, vous passez bien sûr par Amaury pour tous les problèmes de plastronique, ça, il n'y a aucun souci. Et autrement, si vous voulez avoir d'autres informations sur PC2A, sur ce que peut apporter CPLEC, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée. Merci et à bientôt. Ah oui. Quand même pour dire au revoir.